Bonjour. Bonjour, alors cette semaine c'est une semaine assez spéciale car c'est la semaine de la francophonie. Donc nous sommes de retour pour le Facebook Live pour parler donc surprise de la francophonie. Mais pourquoi ça? Parce que cette semaine, c'est la semaine de la francophonie. Francophonie. Alors, Ok. on va d'abord vous expliquer un petit peu ce qu'est la francophonie. Mais avant toute chose, vous remarquez qu'il y a un quatrième individu parmi nous. C'est donc notre invité du jour qui va nous parler donc d'un aspect de la francophonie, mais qu'on présentera plus tard. Est-ce que tu veux te présenter? Oui. D'abord, merci pour votre invitation, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer sur la francophonie, et en particulier sur mon pays du Maroc, parce que je suis marocain d'origine. Et alors, si vous voulez qu'on commence à parler de la francophonie. Est-ce que D'abord, comment tu t'appelles? Ah, merci de m'avoir appelé. Alors, je m'appelle Reda, Reda Aboul Jabal. D'accord, Enchanté. Merci, je suis prof de FLE ici à l'Alliance française. très bien. ça marche? Alors, qu'est-ce que c'est la francophonie? D'abord, on va la présenter un peu. C'est C'est ça. quoi? C'est une carte? La francophonie, en fait, c'est beaucoup de pays, de régions où on parle français, où il y a une culture française, francophone en tout cas. Dont le pays de Reda Dont qui est le le pays, Maroc. voilà, le Maroc. Et en fait, la francophonie, c'est présent sur les 5 continents. Maëna? Oui, on parle français où? Eh bien en France déjà. Dans toute l'Europe, il y a la France, la Belgique, la Suisse, Le il y a Luxembourg. le Luxembourg, il y a pas mal de pays comme ça en Europe. Ensuite, côté Amérique, En Amérique du Nord, le Québec, quand même. tout Et à fait. la Guyane française en Amérique du Sud. Oui. Exact. Et puis il y a les On petites a îles aussi. Quelques îles les aux petites Caraïbes. îles aux Caraïbes, tout à fait. Guadeloupe, Martinique, Haïti. Haïti, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Après voilà, il y a une petite distinction à faire entre, par exemple, Haïti qui est un pays indépendant, mais qui était une ancienne colonie française, et la Guadeloupe et la Martinique qui sont encore Des départements de d'outre-mer. France. Voilà. Et puis en On a Afrique, aussi les pays d'Afrique, quand même. Reda, connais-tu des pays en Afrique où on parle français? En fait, vu que j'arrive de l'Afrique, en fait, du Ouais. Maroc en particulier, alors il y a nos voisins, les Algériens, vu leur histoire coloniale avec la France, il y a la Tunisie, Ouais. et ça s'arrête ici au niveau de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Mais Nord, ouais. au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a une dizaine, si j'ose pas dire une vingtaine de pays africains comme le Cameroun, le Sénégal, Le Congo. le Congo démocratique, Ouais. la République La démocratique du République Congo, démocratique. Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Mais si vous me permettez, il faut faire une petite différencier entre les pays qui parlent français et qui ont le français comme langue officielle sur leur constitution, Ouais. et les pays qui ont le français comme deuxième langue ou troisième langue. Alors pour mon pays, le Maroc, c'est vrai, nous sommes un pays francophone. On commence à apprendre et à parler le français dès notre jeune âge, depuis le primaire, Ouais. sinon pas depuis la crèche qu'on commence à apprendre le français. Mais jusqu'à aujourd'hui, le français reste en dehors de la constitution marocaine. C'est donc pas une langue officielle au Non, Maroc. ce n'est pas une langue D'accord. officielle, mais c'est une langue aussi, c'est une langue de l'administration. On D'accord. trouve dans Ah oui. l'administration Qui est utilisée dans la vie de tous dans les la vie de jours. tous les jours. Mais il reste une langue qui n'est pas constitutionnalisée encore. D'accord. Parce que en fait, le français est ancré dans l'histoire du Maroc. C'est pour ça. Oui, c'est tout à fait. C'est comme presque toute l'Afrique du Nord qui parle le français. Nous avons une histoire coloniale avec la France, et c'est de là où vient notre relation avec la langue française. D'accord. Mais je pense que la francophonie ici dépasse sa définition d'un regroupement des pays qui parlent français, soit d'une manière officielle ou non officielle, mais ça fait partie de l'identité de certains pays en Afrique, à l'extérieur de l'Afrique, Tout à fait, ouais. qui d'identité, des cultures, des traditions et tout. Certainement. Ouais. Je pense qu'on va
parler. se pencher bien sûr. de plus sur Ouais. ce point-là. Tout à fait. Ah oui, Ouais, ouais. exactement. Et donc du coup, pour continuer un peu sur la géographie de la francophonie, donc on a fait la liste en Europe, en Amérique, En en Afrique, mais il y en a aussi l'Asie. en Asie et en Océanie. On a le Laos, la Thaïlande, le Vietnam et Pondichéry, puis Cambodge. en Inde. Ouais, Pondichéry. Oui, il y a l'Inde aussi. Et puis Quelques beaucoup petites villes, d'îles dans le Pacifique Sud, principalement Polynésie française, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, en fait, au final, on parle français sur tous les continents du monde. Même en Antarctique, puisqu'il y a une partie de l'Antarctique qui est française. Donc comme quoi, partout dans le monde, on peut parler français. D'où l'importance d'apprendre le Voilà. français. Donc venez à l'Alliance française, après, Ah oui. ou venez avec nous voir en dehors, Oui, pourquoi pas. parler français un petit peu de temps en temps. Je pense que Tout même à aux fait. États-Unis, il y a l'État Ouais. de la Louisiane. Oui, en Louisiane, il y a encore aussi des aux traces. États-Unis, ouais. Ouais, il y a Je pense que cet État tire son nom du roi Louis XIV. Louis non XIV, absolument. Ouais. Ouais, Alors, absolument. on Tout à trouve fait. le français partout au monde. Partout, Exactement. partout. Et donc cette semaine, c'est justement le bon moyen de rassembler justement toutes ces personnes qui parlent français, les petits bouts de culture qui sont un peu partout et qui sont un peu reliés par cette langue. Et surtout de les faire connaître, parce qu'effectivement, quand on pense à la langue française, on pense à la France, à la Belgique, au Québec éventuellement, mais on pense pas forcément aux tout petits pays, aux tout petites régions qui sont tout aussi importantes et qui ont leur culture, leurs coutumes, leur nourriture, etc. Des cultures donc, bien différentes des exactement. cultures françaises Et ou donc, québécoises, c'est comme la important. culture marocaine par exemple. On peut le voir Voilà, aux dans la vêtements. tenue. La tenue est totalement différente. Ça, c'est une tenue traditionnelle, Reda? Tout à fait. Ouais. Ouais, Alors, comme vous savez, le Maroc, si vous me permettez de parler de mon pays un peu, avec plaisir. Je l'ai invité Avec pour cela. plaisir. merci. Et ça me fait vraiment plaisir de parler de mon pays parce que ça fait maintenant presque un an que je vis, plus qu'un an que je vis ici au Mexique, à Monterrey précisément. Et vraiment mon pays me manque. Alors à chaque occasion que je trouve pour parler de mon pays, alors j'essaie d'y parler. Alors pour ce qui est, vous savez que le Maroc se situe au nord-ouest de l'Afrique, Ouais. Oui. en Afrique du Nord. Et vu sa position, alors sa position lui a toujours permis d'être une sorte de pont entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident. C'est de là d'où vient cette richesse qu'on trouve dans la culture marocaine. C'est une sorte de fusion d'une multitude de cultures. De culture. Alors, il y a dans la culture marocaine, il y a ce qui est la partie arabo-musulmane. Comme vous savez, la première langue au Maroc, c'est l'arabe et la première religion, c'est l'islam. Il y a aussi l'influence, je dirais, mouresque, andalouse. Ouais. Ça fait allusion à la période où les Arabes, les Mouresques ont occupé l'Espagne, l'Andalousie, tout exactement. Et à la partie, l'influence de l'Afrique soit subsaharienne, l'Afrique en général. D'accord. Et on trouve ça dans les vêtements, dans le style d'habillement, dans la nourriture, dans l'architecture. On touche ça et on sent ça dans la gastronomie. Alors, tous ces éléments-là, ces ingrédients-là, on fait du Maroc un pays multiculturel, en quelque sorte. Okay. Même si la culture apparente, la plus imposante, c'est la culture arabe, musulmane, mais ça n'empêche qu'il y a aussi il suffit d'être un simple touriste qui visite le Maroc pour sentir et pour voir cette diversité culturelle qu'on a au Maroc. Parlons de mes vêtements. En fait, Ouais. ces vêtements-là, d'abord, je vais nommer les vêtements pièce par pièce. Ça, on l'appelle une djellaba. Une djellaba. Une djellaba avec un accent français, mais on l'appelle en arabe djellaba. 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 Au-dessous de djellaba, il y a une sorte de, comment dirais-je, une chemise tissée en broderie, Mais c'est bien avec un d'accord. pantalon en broderie. On l'appelle un jabador. Un jabador. Salvador. D'accord. Jabador, c'est les vêtements qu'on porte au-dessous du djellaba. Et enfin vient les chaussures marocaines, les fameux babouches, les babouches. D'accord. Les babouches. Les Si vous babouches, voulez je voir vais un peu essayer de plus. les montrer à nos
Donc les chaussures les choses traditionnelles marocaines. Ouais. Alors, c'est du cuir. En fait, pour les événements, les occasions, on porte ces vêtements-là. C'est surtout les événements, les occasions religieuses, ou bien lors d'un mariage. D'accord. Et bien sûr, il n'y a pas une seule forme de ces vêtements-là, ni un seul style. Bien sûr, comment dirais-je, la base est la même, mais le tissu, les couleurs changent. Ça peut varier. Ça peut varier. Est-ce que les couleurs sont différentes Est-ce qu'il y a selon un les symbole occasions? dans les couleurs? En fait, en général, on porte du blanc, ou bien cette couleur-là, qui est une sorte de beige, blanc cassé, comme ça. Mais aussi, il y a un autre type de djellaba qui est plus lourd, et ça sert surtout pour la saison d'hiver, où il fait froid. Maintenant, avant c'était l'habillement, le style vestimentaire officiel du Maroc. Il est toujours. Mais avec la modernisation, avec l'essor que connaissent le Maroc, et avec comment dirais-je, les grandes villes commencent de prendre place au lieu des villages et les vieilles villes. Alors les gens aussi, ils ont commencé à changer leur style de vêtements pour aller avec la modernité et tout. Mais il reste toujours un vêtement des occasions et des événements spéciaux. D'accord. Et les femmes, comment sont-elles habillées? Alors là, les femmes, elles sont gâtées. Pourquoi? Parce que vraiment... Elles sont toujours gâtées, elles ont toujours plein de choix. Elles ont de la chance. Oui, en fait, c'est vrai. En fait, les femmes, elles ont le kaftan. Vous connaissez le kaftan. Sinon, vous avez déjà entendu parler de kaftan. Le kaftan, alors, c'est... Qu'est-ce que c'est le kaftan? Le kaftan, c'est, comment dirais-je, c'est le top, le summum de la couture marocaine. Ok. En fait, maintenant, on trouve que les Marocains, ils ont commencé même à exporter le kaftan à l'extérieur, à l'étranger. D'accord. Il y a de plus en plus de demandes sur le kaftan marocain. Comme j'ai dit, le kaftan, c'est un vêtement typiquement marocain et propre à la femme marocaine. Okay. Alors, comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu développer ce produit artisanal qui est devenu maintenant de plus en plus industrialisé? C'est ils ont essayé de faire intégrer dans la fabrication, en fait, dans le façonnage de kaftan, des techniques modernes. Ils ont commencé à intégrer les pierres précieuses. Ils ont commencé à utiliser des tissus de plus en plus chers, de plus en plus rares. Et ça donnait ses fruits, cette vision-là. Mais maintenant, même des étrangers, des femmes étrangères, qu'elles ce soient arabes, musulmanes ou européennes, occidentales, ils commencent à chercher à solliciter le kaftan marocain de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le kaftan? À quoi ça ressemble? Exactement. Alors le kaftan, est-ce que vous connaissez? C'est en quelque sorte, c'est le style c'est l'habillement des reines et des princesses occidentales au Moyen Âge. Ah, ok. Donc des longues robes. Des longues robes, ce sont assez avec de la velours, surtout avec la velours, avec de la soie, avec beaucoup de décoration ici. Beaucoup de motifs, doré, de rouge, tout, vert, de tout. D'accord. Et est-ce que là encore il y a des différentes couleurs ou est-ce que c'est une Oui, bien sûr, parce que ça fait partie c'est un art en fait. D'accord. Alors l'art, dans l'art, il n'y a pas de limite, ni de couleur, ni de forme, ni de... Mais je veux dire, est-ce qu'une couleur a une signification particulière ou est-ce que c'est simplement... Non, ça dépend. En fait, le choix de la couleur dépend de la femme. Ça dépend de ses goûts, ses goûts. En fait, c'est ça. Comme un vêtement classique, en fin de compte. En fait, c'est classique. D'accord. Et c'est le frère, le kaftan, c'est le frère de djellaba et de la version féminine. La version féminine d'habillement traditionnel marocain. D'accord. Et donc pour les mariages, par exemple, les grandes occasions comme ça, oui. Tu t'habilles en fait, pour les mariages, les femmes s'habillent en kaftan. Okay. Ça, et les femmes, même, il y a une sorte de compétition entre les femmes
quelle sera la plus belle, quelle sera celle qui a le plus beau caftan. Et la ceinture, j'ai dû oublier la ceinture. Pour ce qui est ceinture du caftan, elle est, dans la plupart des cas, elle est en or. Ok. En or pur. Et ça doit fait être lourd quand même. Alors. Oui, c'est lourd. Mais ça Donc fait elles ne sont pas si chanceuses que Non. ça, les femmes. Mais ce sont plutôt une chaîne en or. Non, comme c'est une une. ceinture, là. Oui, ce n'est pas une chaîne. Lorsqu'on dit une chaîne, ça fait allusion à d'autres choses, mais Oui, c'est une mais ceinture en or. D'accord. C'est du dur. C'est D'accord. du dur. Ok. Alors, en c'est effet, une vraie fierté, le caftan, c'est une vraie fierté pour sa porteuse et pour, en fait, même pour les Marocains, en fait. D'accord. Parce que c'est un support de la culture marocaine, en fait. Le caftan est devenu un support. Même les pays arabes, lointains, du pays de Golfe, par exemple, ils commandent trop de caftans du Maroc. Et il y a même des Marocains, des stylistes marocains en caftan qui se sont expatriés dans d'autres pays pour présenter et commercialiser leur caftan. Le caftan, oui. Vous savez qu'un caftan, et c'est très cher en fait, c'est trop cher même. Ok. Alors ça varie entre, si j'ose dire, un simple caftan entre 5 000 dirhams, je veux dire 500 euros, Ok. 500 euros. à peut-être ça peut être plus, à peu près, Selon les matières, 7 000 euros ou 4 000 euros. Donc c'est vraiment pour les occasions. Oui, pour les occasions spéciales, très spéciales. Oui. Très cher. Et pour les personnes qui ont les moyens. Aussi, ouais. Non, comme j'ai dit, chacun peut avoir se procurer chaque femme peut se procurer son caftan selon d'abord ses goûts et sa capacité financière, Ouais, bien son budget. quoi. Bien sûr, ouais. D'accord. Et est-ce que c'est forcément fait main? Est-ce que c'est toujours manuel ou est-ce qu'il y a des industries qui produisent En fait, c'est le charme du caftan, c'est qu'il est fait manuellement. Ok, Il est fait 100% par la main. d'accord. Je parle de vrais caftans, Ouais, de ouais. caftans qui coûtent. Et celui-là devient son coût. Il coûte cher parce qu'il y a plein de travail manuel dedans. C'est artisanal. C'est artisanal, 100%, quoi. minutieux, ça prend du temps. Ça prend du temps, ce n'est pas une question d'une journée, d'une semaine, d'un mois, ça dépend de. Ah oui, Oui, ça dépend d'accord. des exigences de clientes. quoi. Absolument. Donc le caftan est une des fiertés du Maroc. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Entre comme autres. fierté du Maroc? Comme symbole. Le Maroc en soi, c'est une fierté en fait. Ok, Alors, très bien. je vais pas. Restons dans le sujet de la relation du Maroc avec son monde extérieur. Là, ça me vient à l'esprit un dicton de Hassan II. Vous connaissez Hassan II, c'est le roi défunt du Maroc. C'est le papa de l'actuel roi du Maroc. Et là, un dicton vraiment qui résume tout. Il dit, le Maroc, c'est comme un arbre. Elle a ses racines en Afrique et ses branches dans le monde entier. Ok. Alors et vous avez une preuve vivante. C'est ça. Tu nous parles de la culture francophone, toi Ouais. qui es marocain, ça au Mexique. Voilà, Exactement ça. c'est de là. Alors, le Maroc, vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on a de plus pour en être fier. Alors, je peux dire que l'être humain au Maroc, vous savez que le Maroc n'est pas un pays riche. On n'a pas de ressources comme le gaz, comme le pétrole, Ouais. comme d'autres pays voisins ou bien les pays de Golfe. Mais notre vraie richesse, c'est l'être humain. C'est l'identité marocaine, c'est la culture marocaine, l'éducation, la tolérance marocaine. En fait, ce sont des qualités qu'on trouve surtout dans notre époque, là, où il y a plein de conflits partout dans le monde. Ça se fait rare, en fait. Ouais. En fait, c'est l'être humain. D'accord. En plus de notre pays, notre terre, le Maroc, si je veux parler de climat, de la géographie, des reliefs qu'on a, de la nature, vraiment, tu peux en traversant le Maroc du nord au sud, dans une journée, tu vas être étonné, tu vas être surprise parce que tu trouveras de tout au Maroc. Grande diversité. Voilà,
connaissez les chaînes de l'Atlas. Ouais. Vous trouverez de la neige, vous trouverez du désert, du Sahara, vous trouverez la mer, vous trouverez les plages, on a l'océan Atlantique à l'ouest, nous avons aussi la mer Méditerranée au nord. Alors, on a là en plus la gentillesse des gens au Maroc, la simplicité, la tolérance, comme j'ai dit. En plus, le côté culturel, si vous me permettez de parler de la culture un peu, Bien sûr. vous connaissez tous Tahar Ben Jelloun, le fameux écrivain marocain, le lauréat de prix Goncourt aussi. Nous avons des grands hommes et des grandes femmes de la culture. Maintenant, en plus, il y a une vraie, parce que j'ai parlé des écrivains et des écrivaines, au Maroc, il y a vraiment la femme a connu depuis maintenant plus que 10 ans. Vraiment, elle a eu plein de... elle a gagné beaucoup de points, si j'ose dire, au niveau de code de la famille. D'accord. Parce qu'il y a même... depuis 10 ans que le Maroc a connu un changement politique réglementaire. Alors la femme bénéficie actuellement se dote de plus en plus de droits. D'accord. Oui. Et elle occupe les mêmes postes que les hommes, que ce soit politique, que ce soit sociétal, que ce soit des postes d'enseignement, de recherche scientifique. Alors, en fait, de cette manière-là, vraiment le Maroc profite de toutes ces capacités à 100%. Parce que si vous posez comment dirais-je, si vous attendez que l'homme fait tout dans une société, alors là, vous êtes en train d'ignorer la grande moitié qui est la femme. Alors, si vous avez d'autres questions, parce que là, je me déboussole, si je commence si je parle tout le temps. Justement, le Maroc a aussi cette histoire de l'égalité entre l'homme et la femme. Et que du coup, la femme a donc acquis beaucoup plus de droits autant dans la famille, au sein de la famille, que dans la société en général. Exactement. Et je pense que la chose la plus importante qu'a eu la femme, c'est le droit, parce qu'en fait dans une société musulmane, arabo-musulmane, vous connaissez que la polygamie c'est un droit. C'est un droit pour l'homme. C'est un droit pour l'homme, c'est un droit religieux et aussi bien que légal. Mais actuellement, avec le nouveau code de la famille, l'homme doit impérativement passer par l'accord de sa femme. S'il n'accepte pas d'avoir une autre femme, alors elle ne peut pas se marier une deuxième fois. À l'inverse d'autres pays arabes qui ont toujours ces lois ancestrales qui donnent toute la liberté à l'homme de se marier avec une deuxième, troisième, quatrième fois sans prendre en compte la vie de sa femme. Oui, la vie de sa femme. Mais au Maroc, non, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. La polygamie, elle est réglementée par des lois qui sont très strictes et très difficiles à appliquer. D'accord. Non pas les lois, mais pour se marier une deuxième, c'est très difficile maintenant actuellement. D'accord. Et je vois que c'est un point positif pour la suite de développement et de l'amélioration de la situation féminine au Maroc. Bien sûr, N'oubliez pas que le Maroc maintenant c'est un pays influençant. Et dans l'exemple à d'autres pays arabes qui le suivent, parce que, comme vous savez, depuis 2011, avec l'été arabe et les révolutions du monde arabe, le Maroc était le seul pays arabe, presque le seul pays, qui a été épargné de cette révolution. Pourquoi ? Parce que le Maroc, avant même ces révolutions-là, a commencé un processus comment dirais-je, de développement démocratique et social. C'est vrai, c'est comme un nouveau-né, il est toujours dans ses premières étapes, mais c'est déjà pas mal, parce que ça va
avec le temps, tout commence petit, Oui, il faut un début pour développer cette belle expérience. Et les pays arabes, après 6 ans, maintenant des révolutions, ils ont commencé à comprendre qu'ils doivent suivre l'exemple marocain au niveau de politique, de la démocratie, l'instauration d'une vraie démocratie. Aussi bien au niveau de la politique qu'au niveau sociétal et les droits de la femme aussi. Alors c'est pourquoi je dis que le Maroc maintenant c'est un pays influent dans la région, dans sa région, sur sur ce volet-là de la femme. C'est bien que sur le volet religieux, en fait dans le Maroc il n'y a pas d'islamisme extrémisme en fait au Maroc, il y a du tout. Parce que l'avantage dont profite le Maroc, que nous avons notre roi, c'est le guide des croyants. Ce qui veut dire que tout croyant, que ce soit musulman, juif, chrétien, qui habite au Maroc, qui vit au Maroc. Alors ce modèle-là d'islam modéré et tolérant, le Maroc a commencé à l'exporter même en Afrique. Alors il y a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, le Maroc a commencé à former des imams. Les imams sont comment vous les appelez? Les prêtres. Les prêtres, oui. On a commencé à former des prêtres musulmans marocains, les envoyer dans d'autres pays d'Afrique pour inculquer dans ces pays-là à leurs étudiants les principes d'un islam tolérant. Même en France, le Maroc forme des imams. Oui, j'ai vu un article justement cette semaine où il disait effectivement que la plupart des imams de France étaient formés au Maroc et que maintenant ils vont essayer de créer des écoles en France, mais toujours en lien un peu avec le Maroc. Exactement. Alors de là, on voit que le Maroc, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas un pays riche, ni un pays grand géographiquement parlant, mais c'est un pays influent. En plus, comme vous savez, pour évaluer la richesse d'un pays, il y a plusieurs critères. On parle souvent de patrimoine, des ressources, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le patrimoine immatériel. Alors, ce côté-là de patrimoine immatériel, ça veut dire, qui dit immatériel veut dire culture, monument historique, tradition, culture. Le Maroc, là, il est très avancé. C'est très avancé. Et il essaie d'investir, il essaie d'investir et d'utiliser ces qualités-là à sa faveur, en fait. Et puis comme tu disais, Reda, c'est quand même une culture qui est un mélange de plusieurs cultures. Et c'est ça aussi qui fait sa richesse. Oui, alors l'identité d'un Marocain, c'est un mélange de tout en fait. Même dans le Moyen-Âge, n'oubliez pas que le Maroc a connu plusieurs nations, plusieurs pays ont conquis le Maroc. Avant même la colonisation française, hispano-française, il y avait les Byzantins, les Phéniciens, les Vandales, du tout, oui. Ils ont passé par l'Afrique du Nord. Les Berbères, les Amazirs, en fait, j'ai oublié de parler, et donc je fais partie. Oui, en fait, il y a une grande communauté berbère. En fait, la vraie nomination, ce n'est pas berbère, mais c'est les Amazirs. Alors, les Amazirs représentent une grande partie de la population marocaine. Ça avoisine les 50%. C'est à peu près de la population. C'est à peu près moitié-moitié entre les Arabes et les Berbères, les Amazirs. Et ça fait ils étaient là avant même la conquête arabo-musulmane, avant l'arrivée des Arabes musulmans. Mais par la suite, ils se sont convertis à l'islam et sont devenus, vu leur nature pacifiste, ils se sont fondus dans la masse. Donc exactement. La cohabitation s'est toujours bien passée du coup. Toujours. Contrairement à d'autres pays. Donc toujours entre les Amazirs, si on parle de l'ethnicité entre les Amazirs et les Arabes, ou bien si on parle religion entre les musulmans et les autres religions, en particulier les juifs, parce que les juifs représentaient la plus grande
la plus grande communauté religieuse après l'islam. D'accord. Mais maintenant, actuellement, ils sont de moins en moins. C'est depuis une quarantaine d'années. Ok. Pour des raisons historiques, politiques et tout. Alors, quelle était ta question? J'ai oublié. Ma question. Non, je te disais justement que c'était justement une très belle culture qui était une culture de mélange en fait entre plusieurs autres cultures. En parlant de mélange, donc vous parlez quand même si c'est pas une langue officielle, vous parlez français. Quelles sont les différences entre le français de France que nous, en tant que professeurs français, on peut enseigner à nos élèves et ce que toi tu enseignes qui est du français un peu plus du Maroc? C'est quoi la différence? Il y a des expressions En fait, on ne peut pas dire un français du Maroc, on peut dire... Parce que là, je voudrais dire un point qui est très important, que la plupart de l'intelligentsia marocaine est formée en France. D'accord. Et la plupart des hauts responsables marocains ont été formés dans les écoles polytechniques de France, les institutions françaises en général. Okay. Alors c'est pour ça qu'on même... alors c'est de là où vient cette influence-là, l'influence francophone sur le Maroc, dans tous les côtés de la vie quotidienne. Donc il n'y a pas beaucoup de différence entre le français parlé en France et au Maroc, d'accord. C'est la même langue, le même français. Ouais. Il y a même des personnes au Maroc qui parlent français mais ne parlent pas arabe. Parce que dès leur jeune âge, ils fréquentaient l'émission française. Ils sont marocains, mais ils parlent pas arabe. D'accord. Ok. Ou berbère. Oui. Comme il y a aussi des Français qui sont nés et grandis au Maroc et qui parlent plus arabe que arabe et français. Non, mais parlent les deux langues. Il y a même des Français que je connaissais au Maroc, que j'ai rencontrés au Maroc, qui parlaient très bien arabe. D'accord. Gad Elmaleh, par exemple. Gad Elmaleh, ouais. Le fameux Gad Elmaleh, Un comique. c'est notre fierté aussi. Vous m'avez tout à l'heure demandé alors, Gad Elmaleh, c'est une vraie fierté, oui, pour nous. Surtout qu'il habitait à peu près pas loin de chez moi. Moi, j'habitais à la vieille Médina. Et lui, c'est à peu près, c'est à quelques dizaines de minutes de chez lui. Lui, il est dans un quartier qui était avant un quartier plein de familles juives. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. Et près du lycée Lyoté. Le lycée Lyoté, c'est le lycée des riches. D'accord. Vous voyez, c'est un lycée fréquenté par les enfants des familles riches. Le lycée Lyoté. Alors, je pense que j'ai pas fréquenté ce lycée-là, mais au lycée Lyoté, il y a plein de profs français qui offrent qui travaillent. D'accord. Surtout des Français. D'accord. Et pour en revenir un petit peu à ça, on a parlé de la langue française au Maroc, et par rapport à la francophonie, comment est-ce que vous, en tant que Marocain, vous percevez la francophonie? Parce que nous, en tant que Français, on a une certaine image. Est-ce que c'est la même au Maroc? Est-ce qu'elle est différente? Qu'est-ce que pour vous signifie francophonie? Alors, pour être honnête avec vous, la francophonie, ou les personnes francophones au Maroc, ils sont, comment dirais-je, représentent une classe de la société. D'accord. Ok. Ils représentent... Mais d'abord, il y a les personnes francophones et les personnes qui parlent français. Qu'est-ce que vous voulez dire si vous me permettez? Mais c'est plus au niveau de la culture francophone en fait. Pour nous, la francophonie en France, c'est effectivement les différentes régions et avec les différentes cultures. Est-ce que ça a la même signification au Maroc? Est-ce que pour vous, la francophonie, c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu vague? Par exemple, est-ce que la semaine de la francophonie, c'est quelque chose d'important au Maroc? En fait, il y a des événements culturels qui s'organisent. Mais est-ce qu'ils ont un grand impact? Est-ce qu'ils ont un grand rayonnement? Ça dépend de la médiatisation la médiatisation qu'il aurait offerte. Ouais. Alors, mais en principe,
Ouais. De temps en temps, on entend parler de D'accord. certains événements de ce genre-là. La semaine de la francophonie, surtout qu'on a des instituts comme l'Alliance des organisations, des institutions, des organismes. Il y a l'Institut français, oui. Alors il profite de chaque occasion pour faire rayonner la culture française, francophone. Mais est-ce que vous en parlez comme d'une culture étrangère ou comme de votre propre culture? Non, Est-ce non. que vous vous sentez francophone? On vit en français au Maroc parce que, comme j'ai dit, l'administration, les formalités administratives, les sociétés, les entreprises marocaines. D'abord, parmi les premiers critères pour travailler dans une entreprise privée, c'est de parler français. D'accord. Ok. Mais il faut vu qu'on parle de la francophonie et de son essor et de son rayonnement, il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de compétition, de concurrence farouche de la part de d'autres cultures. Par exemple, l'allemand, qui ne cesse pas d'être répandu au Maroc. Oui. En particulier avec l'Institut Goethe. Ok. Il y a aussi le Maroc aussi. On va revenir à l'aspect historique, vu qu'on était aussi colonisé par l'Espagne. Le nord du Maroc et le sud, les citoyens parlent plus espagnol que français. D'accord. Mais là, mais ça n'empêche que dans ces régions-là, le nord et le sud, il y a une grande partie des personnes des habitants qui parlent français. Ok. Mais alors, je peux dire que le français est centré dans les grandes villes du centre du Maroc, dans les villes touristiques comme Marrakech, Agadir, à Casablanca, Rabat et tout. Et ensuite vient l'espagnol dans les grandes villes du nord, Tanger, Tétouan, et au sud, dans les villes du sud du Maroc, parle aussi espagnol. Oui. Merci Très bien. Reda. En tout cas, c'était super Merci beaucoup. Oui, Très intéressant. Ouais. Merci J'espère pour ce que zoom. c'est ça. Ça vous sur a le Je vous plu? remercie. Oui, sur cette culture donc marocaine qui est un peu la culture de la mixité en gros. Mixité Si on résume, des religions, de la culture, des langues, etc. Donc voilà. Merci beaucoup Merci, Reda je de vous nous avoir remercie, fait de découvrir ça. parler de Le ce- plaisir est à moi, merci. Je vous remercie pour cette opportunité. Et donc c'est tout pour aujourd'hui. On espère que vous aurez profité de la semaine de la francophonie à l'Alliance française Avec les différents ces- événements. Profitez-en encore bien jusqu'à la fin de la semaine. Allez visiter le Maroc. C'est ça. Oui, c'est une invitation ouverte pour tout Très le bien, monde. dans la maison de Reda. C'est ça. Oui, vous serez les bienvenus. Tout le monde. Tout le monde. Venez par avion complet. Ouais. Il y a de la place. Et Merci. On de nous va avoir installer regardés. des tentes, comme ça vous pouvez. Parfaitement. Et merci puis merci, bonne journée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, Passez bonne un digestion très si bon vous avez déjà Au mangé. revoir. Et au Et à bientôt. Au revoir.